Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Centre PSI. Aujourd'hui, je vais essayer de vous introduire à la théorie d'un chercheur pionnier en neurosciences. Cette théorie s'appelle la théorie holonomique du cerveau et par extension de la conscience. On va s'attarder sur quelques termes comme holonomique, holographique. Holonomique, c'est la structure finale, enfin le mot final qu'il a utilisé pour sa théorie. Holo, ça représente le tout, la totalité. Et nomique, c'est une manière d'ordonnancer, de créer de l'ordre dans les informations et la manière dont ces informations sont intégrées. Donc on va se focaliser sur Karl Pribram, qui est ce neuroscientifique. Ce neuroscientifique a étudié durant 70 ans de manière expérimentale, donc en laboratoire, des sujets tels que les théories de l'information liées à la conscience, telles que l'engramme. Au tout début, c'était la recherche de l'engramme mnésique. L'engramme mnésique, c'est la recherche des traces de la mémoire dans le cerveau animal. Donc en laboratoire, il a étudié différents animaux tels que les rats, ensuite par la suite il a étudié les primates. Et on va se focaliser sur chacune de ces études, ici comme introduction, pour essayer de vous vulgariser un peu sa théorie qui est d'une importance capitale pour la compréhension de ce que pourrait représenter la conscience humaine et que cette conscience serait beaucoup plus reliée à un espace qui s'appelle le domaine fréquentiel, donc les fréquences, la manière dont sont structurées l'information dont est structurée l'information dans les fréquences. On appelle ça des domaines, un domaine spectral. Et on va s'intéresser à ces théories-là et on va voir par filigrane comment cette personne, ce Karl Pribram, est arrivé à sa théorie. Ce qui est super important de comprendre par rapport à ce chercheur, c'est qu'il a été collaborateur de nombreux chercheurs, notamment beaucoup de physiciens et de théoriciens et de physiciens dans l'ingénierie informatique, mais aussi télécommunications, tels que Denis Gabor et d'autres physiciens qui ont étudié la manière de transmettre de l'information par la télécommunication et aussi par le biais d'une technologie qui s'appelle l'holographie. Et on va se focaliser sur ces différents sujets. Donc Karl Pribram, il a commencé à étudier dans son laboratoire ou dans un laboratoire d'un chercheur avec qui il était en collaboration. Dans ce laboratoire-là, ils ont premièrement étudié des rats. Et ces rats, ils leur enlevaient des parties du cortex cérébral, tout en essayant de chercher en fait où se situait l'engramme mnésique. Donc ils essayaient de savoir comment les rats ils apprenaient aux rats à se situer dans un labyrinthe et à sortir du labyrinthe. Et ensuite, ils enlevaient des parties du cerveau jusqu'à ce que le rat, hypothétiquement, ne puisse plus sortir du labyrinthe. Et selon l'aire ou la zone du cerveau qu'ils enlevaient, ils auraient pu dire là se trouve la mémoire, à cet endroit-là se trouve la mémoire, ou c'est un endroit différent, etc. Et la finalité de ces expériences, c'est que les rats retrouvaient leur chemin dans les labyrinthes à chaque fois. Et Karl Pribram s'est posé la question, comment c'est possible? Si la mémoire est localisée dans le cerveau, si on enlève toutes les parties du cerveau, ou la plus grande majorité des parties du cerveau, et que le rat retrouve son chemin hors du labyrinthe, c'est que la mémoire n'est pas forcément située à l'endroit où on la cherche en fait. Donc là, c'est une logique qui est beaucoup plus bottom-up. Bottom-up, ça veut dire vous avez un environnement, vous avez des stimuli, et ces stimuli sont traités par des zones cérébrales précises, c'est ce qu'on appelle la modularité, et que ces zones précises ont un rôle très précis à jouer. Si on perturbe une zone cérébrale précise, ben on perturbe la totalité du traitement de l'information. Dans le cadre de la mémoire spécifiquement, et on verra que c'est aussi le cas pour la plupart des 5 sens humains, il y a quelque chose qui nous échappe là. Et quelle est cette chose qui nous échappe? Ça, c'est la question la plus importante. Et on va aller un peu plus loin. Donc ce chercheur, au fur et à mesure de ses expériences, il a peut-être fait 5 ou 10 ans, je ne me souviens plus exactement du nombre d'années qu'il a travaillé sur l'engramme, mais il en a conclu qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Du coup, il s'est intéressé un peu aussi à la physique, à l'holographie, et gentiment, il s'est rapproché d'un chercheur allemand
qui s'appelle Wolfgang Köhler, qui est un pionnier de la psychologie de la forme, donc la Gestalt. Et avec ce chercheur-là, ils ont beaucoup discuté, beaucoup échangé. Et ce chercheur, donc Wolfgang Köhler, avait l'idée que dans le cerveau, il y avait un isomorphisme, ce qui veut dire qu'un objet, par exemple, vous voyez une fourchette, ça créerait un pattern électromagnétique exactement similaire ou en corrélation directe avec la fourchette que vous observez, et que ça se ferait de manière spontanée. Donc c'est une logique qui s'appelle isomorphique, qui est aussi extrêmement bottom-up. Donc vous voyez la fourchette, il y a un signal qui est déclenché au niveau des sens, et ces sens de la vue, du toucher et tout ça créent une image isomorphique dans le cerveau, en corrélation directe avec la fourchette. Donc ils ont étudié ça, est-ce qu'il existe vraiment un isomorphisme dans les patterns électromagnétiques du cerveau, en corrélation avec les objets, avec les stimuli, avec les odeurs, avec toutes ces choses-là. Et au final, après 5 ans d'études, Karl Pribram a déconstruit sa théorie. Il a montré certaines preuves scientifiques, je vous donnerai aussi les articles en lien de la vidéo, vous aurez accès à tout. Et si vous avez des questions, vous pouvez sans autre me poser des questions et je vous fournirai les articles nécessaires qui sous-tendent ces théories. Donc, il a remarqué, après des études expérimentales, qu'il n'y avait pas d'isomorphisme. Donc, il n'y avait pas de corrélation directe entre l'objet en question, donc le monde environnant, et la manière dont le cerveau traitait les informations. Donc il n'y a pas de pattern corrélé directement. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose aussi là qui intrigue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? Pourquoi le cerveau répond différemment à l'objet? Alors que l'objet est là, présent, une fourchette, ça devrait répondre de la même manière, il devrait y avoir une corrélation. Et il n'y en avait pas. Donc là, ce chercheur, Wolfgang Köhler, a posé la question à Karl Pribram. Mais vous savez que là, vous êtes en train de contredire 95% des financements dans la recherche neuroscientifique de cette époque. C'était dans les années 1960 déjà. Et Pribram lui a simplement dit je vais pour l'instant me taire parce que c'est sujet à caution, c'est très controversé. Si on donne son avis d'une certaine manière, ça peut être mal interprété et on peut contredire tout plein de chercheurs qui ont un avis différent, une manière d'appréhender la recherche sur la perception et la conscience qui est beaucoup plus bottom-up. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation. Ce qui veut dire que la plupart des chercheurs font de la recherche bottom-up. Donc ça veut dire on va analyser l'environnement et il y a une corrélation directe entre l'environnement et la perception. Directe ou plus ou moins indirecte, mais que le traitement de l'information se fait de manière linéaire. Allons un peu plus loin. Ce chercheur, Karl Pribram, a rencontré plusieurs physiciens, dont des physiciens tels que Gabor et un autre physicien dont je ne me souviens plus le nom exact maintenant, mais ça va me revenir. C'est le pionnier de l'holographie. Et ce pionnier de l'holographie, en fait, il a remarqué que, au niveau mathématique, quand il y avait une diffraction de lumière et des patterns d'interférence, dans ces patterns d'interférence, il y avait une quantité d'informations qui pouvaient être traitées. Ces patterns d'interférence, ça ressemble à du bruit. Le bruit en neurosciences, c'est quelque chose qui est indescriptible. On évite le bruit. Généralement, on essaye de faire baisser le bruit, ce qu'on appelle noise en neurosciences, lorsqu'on fait du traitement de données, des traitements de données. Et là, dans ce cas-là, Karl Pribram va gentiment se focaliser sur ce qui peut sembler être du bruit. C'est très paradoxal. Et donc ce pionnier de l'holographie a remarqué que quand il y a un objet qui est de manière informationnelle qui est mis quelque part dans des ondes et que ces ondes créent un pattern d'interférence, lorsque une onde cohérente, donc laser stationnaire, est posée sur ce pattern d'interférence, ça va recréer l'image en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle l'holographie. Et là, Karl Pribram, en discutant avec ce chercheur, il s'est dit, mais là, il y a quelque chose, il y a eu une forme de récap, il s'est dit, mais en fait, c'est peut-être ça la réponse. Peut-être qu'il y a une manière dont le cerveau traite les informations qui soit beaucoup plus holographique. Effectivement, nous avons 5 sens humains, la proprioception, on sait qu'il y a des signaux, que les axones transmettent des signaux, mais à quel moment il y a une intégration de l'information et où est située la perception?
Ce chercheur s'est dit, mais en fait, là, il y a quelque chose qui ne joue pas, en lien avec ses recherches sur la psychologie de la forme et aussi dans le cadre de rats de laboratoire qui retrouvent leur chemin. Donc la mémoire n'est peut-être pas située au même endroit où est-ce qu'on la cherche. Et il s'est dit, mais peut-être que le processus est similaire à un hologramme. En fait, il s'est dit que c'était dans les tissus dendritiques, au niveau du néocortex. C'est là où il y a la plus grande masse de matière grise. La matière grise, c'est les dendrites. Et c'est là qu'il y a le plus grand nombre de patterns d'interférence. Et que ces patterns d'interférence au niveau du néocortex pourraient potentiellement être quelque part la zone de processus qui pourrait projeter la perception dans ce qui s'appelle une forme d'hologramme. Et peut-être que simplement la réalité qu'on observe, c'est quelque part du traitement d'informations holographiques. Et ça, c'est super important. Donc, ce chercheur Karl Pribram a découvert des preuves scientifiques dans son livre, il s'est principalement relaté dans son livre Brain and Perception, qui est un livre qui est sorti en 2011. Et dans ce livre-là, il donne des résultats, des réponses expérimentales à ce processus qu'il appelle quelque part paralinéaire ou hors de la linéarité. On ne va pas aller trop dans les détails parce que c'est très mathématique. Il y a aussi le contexte du paquet d'informations, si vous voulez, quand il y a ce qui s'appelle des transformations de Fourier. Et ces équations mathématiques, ou ces transformations mathématiques, permettent de passer d'un domaine à un autre. Il y a un domaine qui s'appelle l'espace-temps. L'espace-temps, c'est des informations qui sont traitées de manière bottom-up. Et il y a un domaine qui s'appelle plutôt spectral, fréquentiel. Ce domaine-là est autant réel que le domaine espace-temps au niveau de traitement d'informations. La télécommunication utilise ce genre de technologie. Dans la télécommunication, on transfère un paquet d'informations dans le domaine spectral. C'est ce qui s'appelle la fonction élémentaire de Gabor. Et c'est un des pionniers de la télécommunication, si vous voulez. Et ce paquet est extrêmement compressé, condensé. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle une transformation inverse de Fourier. Et on va décompresser ce paquet. Et c'est pour ça que vous avez l'occasion d'avoir un téléphone portable et une quantité d'informations. Et aussi une télécommunication à distance, donc la télévision. C'est le même principe. Le cerveau humain pourrait fonctionner de la même manière, mais de manière encore plus opérationnelle quelque part. Et que la mémoire serait située dans cet espace spectral. Donc, grâce à un processus de transformation de Fourier, l'information est déposée dans le domaine spectral et ensuite elle est récupérée, ce qu'on appelle retrieval en anglais, récupérée dans le cerveau. Et c'est comme ça que vous décodez les informations du monde réel. Donc là, c'est une introduction. Je vais aller plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Je voulais vraiment vous introduire à cette théorie holographique holonomique du cerveau et de la conscience parce que c'est hyper important. Encore un point important pour l'introduction, c'est les neurones servent à quoi? Les neurones seraient comme les cordes d'un piano, si vous voulez. Chaque corde individuelle répond à une certaine fréquence, on est d'accord. Le piano, il répond, si vous connaissez le Larsen, il y a une corde qui répond à une autre corde, mais lorsqu'une corde différente vibre, cette corde ne répond pas forcément. Gabor a utilisé cette analogie, donc ce théoricien de la télécommunication, pour définir mathématiquement sa fonction élémentaire de Gabor. Et il a défini cette fonction en fonction de la théorie du Larsen, si vous voulez. Qu'une note, il y a une note définie, et cette note, cette corde, qui correspond à un neurone dans le cerveau, par analogie, répond à une fréquence spécifique et à certains harmoniques, effectivement, et que cette structure de réponse informationnelle est très ciblée. Donc quelque part, ce n'est pas dans le neurone que se situerait la globalité de l'intégration des informations et la mémoire, parce que la mémoire, c'est quelque chose de très complexe. Un neurone répond à qu'une seule fréquence. Donc Karl Pribram a remarqué que les neurones étaient des décodeurs de fréquences. Par contre, ils répondent à une fréquence spécifique. Et c'est plutôt un groupe de neurones, donc des neurones qui répondent en même temps à une série d'informations
qui décode ces informations dans le domaine spectral fréquentiel, et que ce domaine-là est le domaine où serait située la mémoire, la conscience, la perception, et quelque part ce que les orientaux peuvent appeler l'esprit ou l'âme. Ce qui est très intéressant, et on va finir sur ça parce que c'est une vidéo qui est complexe, je vais aller beaucoup plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Vous aurez toutes les théories mathématiques, physiques de chaque pionnier. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau. Je vais vous expliquer les études sur les primates aussi, qui ont prouvé que ces patterns d'interférence existaient et qui étaient en corrélation avec la perception de la vue, mais aussi de l'odorat, aussi du goût. Aussi de l'aspect sensorimoteur, donc de presque la totalité de la perception de l'être humain fonctionne plus sur une manière de décoder au niveau fréquentiel, tel que la télécommunication. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que, je vais parler de cette expérience aussi, Karl Pribram a aussi étudié les moustaches de souris et de rats. Il a remarqué que quand il envoyait une fréquence spécifique, donc sensorimotrice supérieure, au niveau de la moustache, parce que les rats se repèrent au niveau des vibrations, si vous voulez, chaque vibration déclenchait un pattern géométrique dans le champ électromagnétique des rats. Et ce pattern plus ou moins géométrique représente des patterns d'interférence, donc propres au traitement holographique. Et surtout, se différencie en fonction des différentes hauteurs de fréquence qui étaient stimulées dans les moustaches de rats, au niveau de la vibration. Donc, ce qui veut dire que le cerveau est beaucoup plus, quelque part, sensible aux différences de fréquence, et c'est de cette manière-là qu'il va ordonnancer et créer le monde tel que vous le voyez dans la réalité, beaucoup plus proche d'un hologramme, traitement fréquentiel. Pour conclure, ce qui est super intéressant, c'est que ce traitement fréquentiel est une réalité à part entière, dans un domaine spécifique. Ce domaine, c'est un domaine dimensionnel différent, ce qu'on appelle espace d'Hilbert, et que dans ce domaine-là, il y a une existence à part entière en fait. C'est une existence en évolution. Ce qui s'appelle ce que Shelley Ray, sauf erreur le nom, Shelley Joy, pardon, c'est une chercheuse italienne de la théorie et perspective de sciences intégrales, pardon. Et cette chercheuse-là a défini qu'en fait, il existait un flux dans ce domaine spectral qui s'appellerait potentiellement l'holoflux. Donc un flux holographique, donc spectral, énergétique, qui circulerait et que ce flux-là serait quelque part l'endroit où serait située la composante mnésique, mais aussi toutes les perceptions et toute la gamme de la conscience humaine. En fait, la perception de la réalité est située plutôt dans ce domaine-là. Et c'est un échange entre ce domaine-là et l'aspect plus bottom-up, donc simplement entre guillemets linéaire, robotique et tout ça. Entre ces deux domaines, il y aurait l'évolution de l'être humain, si vous voulez, dans l'espace-temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette holoflux, elle parle de pur spectre, quelque part. Spectre, on pense souvent aux fantômes, mais ce n'est pas vraiment ça. Le spectre, c'est les couleurs, les différentes couleurs. Et que ces différentes couleurs contiennent cette information-là. Donc ça pourrait aussi faire le pont clair et net entre une théorie de la conscience unifiée et les traditions orientales, qui parlent de l'aura, des fois on parle de l'éther. Ces choses-là pourraient découvrir ou avoir une intelligibilité beaucoup plus scientifique. Et je vais vous laisser sur ce questionnement-là. Je pense que c'est assez pour cette vidéo. Et on va aller dans les détails. Ça, c'est l'introduction à la théorie holonomique, holographique. Holo, la totalité. On sait que l'hologramme, c'est du traitement d'informations globales, condensé, qui est utilisé aussi de manière analogique. C'est pas vraiment l'holographie, mais c'est très similaire aux équations, aux fonctions élémentaires de Gabor, qui est utilisé dans la télécommunication. Donc tout ça se rejoint, c'est du traitement fréquentiel, du traitement d'information. Le cerveau pourrait être un analyseur de Fourier et traiter l'information beaucoup plus de manière analogique, comme ce qu'utilise la télécommunication actuelle. Donc c'est beaucoup plus vaste et ça rejoindrait les théories aussi holographiques de la perception et des différents sens humains.
Et ça pourrait, comme finalité, parce que là il y a des soubassements expérimentaux dans ces théories-là, je vais vous mettre en lien les différents livres, les différents articles, ça pourrait aussi créer le pont entre l'Orient et l'Occident. Parce que l'Orient parle de l'aura, on connaît là-bas les chakras, c'est acté, les médecines sont basées sur ça, et ça rejoint de manière très précise et très ciblée ce que les ésotériques appellent l'éther, et ce que ces scientifiques-là appellent l'holoflux et cet aspect spectral de l'information. Merci à tous pour l'écoute.